Bonjour, voici ma présentation orale sur l'impact des mythes grecs sur l'opéra. Dans le fond, on va explorer l'influence de la mythologie grecque au travers l'opéra. On peut voir dans le monde des arts vivants les références aux archétypes grecs qui sont omniprésents. On peut voir ça en particulier à l'opéra. L'impact de l'imaginaire grec sur les compositeurs de la Renaissance et des époques suivantes montre comment la mythologie a influencé la création. Puis cette influence-là est assez importante parce qu'on peut encore la voir dans le domaine de l'art lyrique aujourd'hui. L'influence de l'Iliade sur les personnages à l'opéra. La société occidentale a été marquée par une grande période de christianisation, mais la redécouverte des œuvres majeures comme l'Iliade a été un peu comme un vent de fraîcheur pour les artistes de l'époque. En effet, au Moyen Âge, toutes les œuvres étaient à la gloire de Dieu. Mais lorsque l'Europe a redécouvert les œuvres grecques, ça a permis de mettre de l'avant la condition humaine. L'Europe a connu par la suite un renouveau dans l'inspiration, c'est à mettre Dieu en second plan, mettre la tragédie humaine en premier plan. Là, maintenant, retour en arrière. Quoi le rôle de la musique à l'époque en Grèce? Dans le fond, dans la société grecque, la musique avait un rôle fondamental. Elle servait de lien social et culturel. Les Grecs considéraient que la musique était comme une expression essentielle de la vie. Elle influençait des aspects tels que l'éducation, la religion et les cérémonies. C'est une importance complète à l'opéra contemporain où la musique continue de jouer un rôle central. Et l'opéra contemporain, on parle de la Renaissance, on s'entend là. Maintenant, l'Iliade comme œuvre fondatrice. L'Iliade d'Homère est souvent parlée comme une œuvre fondatrice dans la littérature occidentale parce qu'elle a établi de nombreux archétypes et thèmes narratifs qui contribuent à l'influence des dramaturges et des compositeurs d'opéra. Dans le fond, que ça veut dire tout ça, commençant par un archétype. Un archétype, dans le fond, c'est un modèle idéal qui sert de référence par rapport à des aspects physiologiques, psychologiques. Les personnages tragiques de l'Iliade, par exemple Achille, pour nommer ses archétypes, c'est qu'il est beau, il est invincible, et Hector, il est noble, pour lui l'honneur, c'est important, sont des prototypes de héros qui apparaissent dans diverses œuvres à travers les siècles. Dans le fond, l'œuvre d'Homère, elle s'est découpée en 24 chants. Ben, dans le fond, des chants, c'est des arcs narratifs que l'on parle de différents personnages importants. Comme on peut voir ici, on peut voir la déesse Athéna et Arès qui sont entrecoupés par Zeus au centre. Ça fait partie d'un des chants. La redécouverte de l'Iliade à la Renaissance a permis, dans le fond, aux artistes d'explorer des nouveaux thèmes qui mettent l'accent sur la condition humaine plutôt que sur des sujets juste religieux. Ça a permis d'ouvrir, la voie à une transformation dans la création artistique. Dans le fond, pour résumer, cette diapositive-là, on peut dire que les gens, à l'époque grecque, ils ont attribué à la musique des effets de persuasion. Le mythe, c'est aussi le partenaire qui raconte des leçons de vie, ça grâce à l'anthropomorphisme qui est bien présent dans l'œuvre de l'Iliade d'Homère. La redécouverte des mythes et la répétition qu'ils ont inspiré. Voici 3 enfants éléments marquants, de cette redécouverte des mythes. On voit, l'expansion des horizons artistiques, la personnification des personnages mystiques, où on peut voir le terme anthropomorphisme pour ça, et musique et conditions humaines. À cette époque, dans le fond, les gens ils cherchent leur inspiration ailleurs. Et à l'Antiquité, c'est une bonne piste pour retrouver un lien qui ramène à l'humain. C'est-à-dire l'inspiration est prise ailleurs que dans le quotidien religieux européen de l'époque. Les gens ils découvrent une culture avec des personnages qui incarnent des émotions, des personnalités qui sont proches d'eux. On peut voir les personnages du mythe d'Orphée, par exemple, avec Orphée, Eurydice et Amour. Ceux-ci, dans le fond, ils marquent des concepts clés de la société, voire des relations romantiques. Dans la Renaissance, que les compositeurs mettent ces personnages-là de l'avant, puis les époques qui ont succédé d'ailleurs. On va maintenant parler de ces fameux archétypes-là que je parle depuis tantôt. Donc, qu'est-ce que les personnages incarnent? On peut dire un peu comme un leitmotiv, ça annonce une couleur du personnage, ça annonce le thème du héros, par exemple. Chaque personnage de la mythologie présentée dans l'Iliade présente un peu comme un genre de leitmotiv. On va voir, c'est Cassandre, c'est la prophétesse du tragique. Elle possède la vérité, mais personne ne veut l'écouter. C'est la femme tragique, là, c'est la femme impuissante. On peut dire ça comme ça. Un extrait.
Cassandre, ici, elle annonce la chute de Troie. Elle parle de Énée, que je vais bientôt parler après Didon, qui est le prince troyen, va fonder par la suite la cité de Rome. Bon, parlons de Didon. Je me suis permise de un peu passer à côté de l'Iliade pour aller dans l'Énéide un peu parce que c'est aussi une œuvre majeure. Didon, c'est une reine, c'est la reine de Carthage. C'est un symbole de pouvoir politique et de sagesse. Elle incarne aussi la passion amoureuse. C'est aussi une victime par sa figure tragique. Passons maintenant au prochain personnage, Aîné. Aîné, c'est pas un personnage principal dans l'Iliade, mais il évoque quand même des archétypes importants comme le devoir, le courage, le sacrifice, aussi la fidélité. Juste pour revenir un peu à l'Iliade, oui, c'est pas un personnage important, mais c'est un personnage qui est protégé par les dieux, puis il a un rôle particulier. Il doit, dans le fond, reconstruire Troie, dans le fond, qui va devenir Rome. Fait que c'est vraiment le héros pic. On peut dire un héros même pieux, parce qu'il est un peu soumis au destin. On peut voir dans Didonné, par exemple, que Ernest, le messager des dieux, lui envoie un message, puis, tu sais, il suit ce qui est écrit. Il suit qu'il doit aller rebâtir, Rome. Il reste entêté sur, le sujet. Aussi favorisé des dieux, on a Paris, le séducteur. On peut aussi se dire l'amour, le destructeur, parce que sa passion amène souvent à la catastrophe. Il est l'opposé de Hector, pardonnez-moi, que j'ai parlé plus tôt. Le devoir, le sacrifice, c'est pour Paris. Il incarne la passion, l'égoïsme et la fragilité. On peut souvent voir justement, à l'opéra. Donc, les désirs impulsifs et la séduction pour Paris. Ah, Hélène. Bien à cause d'Hélène que Paris pose la guerre de Troie. Alors, Hélène, elle incarne la beauté fatale et le désir. Cette dame-là fait aussi usage de culpabilité. C'est la femme coupable, c'est la victime. Mais faut pas oublier, c'est la beauté fatale, comme je l'ai nommé plus tôt. C'est la nostalgie. Elle incarne tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui conclut pour. Ça, c'est quelques personnages parmi tant d'autres. Ici, c'est des personnages que je favorise particulièrement. Il n'y a pas juste ces personnages-là. Il y a aussi des personnages un peu comme omniprésents dans les œuvres, un peu comme du symbolisme. On peut voir, par exemple, Arès, le dieu de la guerre, qui évoque la violence et la passion guerrière. On peut voir Hermès, que lui, c'est le rôle de médiateur, de guide ou de messager, par exemple. Il y a Aphrodite, qui est appelée aussi Vénus chez les Romains, qui est bien présente sous le thème de l'amour. Dans le fond, pour conclure cette partie-ci, on s'entend que ces personnages-là représentent tous des archétypes qu'on peut retrouver dans notre quotidien, mais un peu à l'extrême. On peut rapporter ça un peu au sujet de l'opérette, comme par exemple La Belle Hélène ici. On va passer ici à plus une section écoute commentaires. Ici, je présente l'extrait Kefara, Nissa, du personnage d'Eurydice. Dans le fond, juste pour résumer vite fait, on simplifie vraiment le style baroque. On peut voir dans ces phrases, on coupe dans les vocalises, on cherche vraiment à intégrer plus l'action dans les récitatifs. Dans ce cas-ci, on n'aura pas de récitatif. Puis, on peut remarquer que l'orchestre participe davantage, dans le fond, à l'émotion du personnage. Che farò senza il ciel? Dove andrò senza il mio ben? Che farò? Dove andrò? Che farò senza il mio ben? Dove andrò senza il mio ben? Pour conclure, l'Occident a fait place au mythe, puis dans le fond, ça a permis aux sociétés de davantage se rapprocher de la condition humaine, puis de s'éloigner des régimes religieux. Des œuvres comme Les Troyens, que j'ai présenté, Orphée et Eurydice, puis Orféo, ont fait partie de cette évolution-là de société. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnages archétypes il en existe encore, mais plus, on peut voir ça sous forme de symbolisme, pas nécessairement directement. Mais dans ce cas-ci, il faut voir Les Noces de Figaro. On peut voir que Cherubino représente l'amour passionné de Paris, et pas tous les archétypes de Paris. C'est pas même chose pour Figaro. Ulysse tente de sauver son mariage. Il n'en reste qu'à remercier Homère et Virgile d'avoir écrit et inspiré ces générations passées, présentes et futures.
Sur un aspect, du moins similaire, ça serait intéressant d'explorer comment la tragédie grecque a influencé la scénographie, dans l'histoire. Merci de votre écoute.